Amis camping-caristes, bonjour. Pour ceux qui nous suivent, vous savez on revient d'un road trip de 6 semaines en Écosse. 6 semaines sans un seul jour d'eau, de flotte. C'est incroyable. Contrairement à ici, alors là, je vous reçois dans un mobil-home. Nous sommes en baie de Somme pour 2 mois, juillet-août, car nous ne voyageons pas pendant cette période-là, les périodes où les gens qui travaillent ont besoin d'espace. Nous, retraités, on a le temps de partir en dehors de ces périodes-là. Dans les 2 dernières vidéos que j'ai tournées en Écosse, les vidéos 13 et 14, je vous ai fait une présentation donc du camping-car, et dans la dernière vidéo, la 14, je vous ai présenté la colonne, dans laquelle j'ai intégré tous mes enregistreurs, température, hygrométrie, d'énergie, et ainsi que les convertisseurs DC-DC. Et je vous ai même présenté le booster. Alors, le sujet de cette vidéo, ça va être justement concernant ce booster et l'Euro 6. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais faire un peu l'historique de ce qui nous est arrivé quand on a acheté ce camping-car. Camping-car que nous avons acheté en 2022, nous l'avons touché en mai 2022. C'est un camping-car de 2019 qui a été immatriculé en avril 2020 et nous l'avons acheté, il avait 7300 km. Ce qui veut dire que les propriétaires précédents, qui l'avaient acheté neuf, sont partis en gros 2 mois en vacances, 2 années de suite, et ils ont décidé de le revendre. Alors il faut savoir que quand nous avons acheté ce camping-car, on n'était pas tout à fait novices, parce que dans notre jeunesse, quand les enfants étaient petits, nous avions déjà acheté 2 camping-cars, et le dernier en date était un Frankia double essieu. Donc, avec la retraite, on a décidé de replonger donc, dans les camping-cars. Et c'est très difficile en ce moment de trouver des camping-cars d'occasion. Et les neufs, il y avait des délais d'attente importants. Donc, quand nous avons été chez ce concessionnaire où nous l'avons acheté, ce modèle venait juste de rentrer. Et le gars ne voulait pas nous le faire visiter, il a dit non, il n'est pas nettoyé, il n'est pas préparé et tout. On a dit c'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs camping-cars qui nous étaient passés sous le nez. On l'a visité, il y avait des choses qui me plaisaient assez bien, donc une grande parabole de 85 cm, il y avait une pile à combustible, x80, et puis l'aménagement intérieur nous plaisait bien qu'on aurait préféré avoir 2 lits jumeaux, et une boîte automatique, ce qu'on n'a pas, mais bon, quand on a choisi de l'occasion, il faut faire des concessions. Nous achetons donc en avril exactement, on réserve le camping-car pour être livré en mai. Quand on va le chercher en mai, on nous dit, bon, bah, pilote nous demande de retourner le camping-car pour consolider le plancher, ce qu'on ne nous avait pas dit à l'origine. Donc c'est pas vraiment important en soi, puisqu'on part ni en juillet ni en août. On leur a dit, bah, écoutez, profitez-en du mois de juillet-août pour le renvoyer chez Pilote. Et en même temps, j'ai fait installer différentes choses, le GPL, des housses pour protéger le cuir parce qu'on a des chats, un système d'alarme et une suspension pneumatique. Voilà. Et tout ça dans l'idée de récupérer le camping-car, ce que nous avons fait d'ailleurs fin août. Donc fin août, notre fille nous demande si elle peut utiliser camping-car pour partir quelques jours, sans problème. Et nous, on n'était pas sur la région parisienne, donc elle me téléphone, elle va chercher le camping-car, elle dit « Papa, c'est bizarre, quand on allume la lumière, derrière, il n'y a pas d'électricité, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. » Je lui dis « Bah, c'est pas grave, retourne chez le concessionnaire, puis tu vois avec eux. » Donc elle ramène le camping-car chez le concessionnaire, qui lui dit bah, c'est la batterie gel, donc c'était une gel 100 ampères, qui est morte. Bon, pas de problème, il est encore sous garantie, hein, puisqu'on nous a fait une garantie d'1 année. Je lui dis bah, dans ces cas-là, fais changer la batterie gel par une batterie lithium de 150 ampères. Et moi je paye la différence entre la partie gel
et la partie lithium, parce que quitte à changer, vaut mieux, pour ma part, je pensais qu'il fallait, et je le confirme, hein, il faut passer sur du lithium quand on peut le faire. Donc la partie avec le camping-car, avec une batterie toute neuve, 150 ampères lithium, et ça se passe relativement bien, sauf qu'elle me dit, c'est quand même bizarre, quand je roule, la batterie ne se recharge pas, ou très peu. Bon, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je regarderai ça quand je le prendrai moi-même. Ce qui s'est fait au mois de septembre, donc au mois de septembre, je prends le camping-car, et quand je le prends, batterie 150 ampères neuve, vide. Je retourne chez le concessionnaire, qui m'explique que j'ai dû oublier quelque chose d'allumé, puis c'est normal de toute façon qu'en peu de temps, les batteries lithium se vident. Quelque chose un peu bizarre, alors que d'après ce que j'avais lu, une batterie lithium se vide à peu près de 3% par mois. Enfin, ils sont prêts à vous dire n'importe quoi. Donc, je recharge la batterie et je pars pour une dizaine de jours. Et effectivement, en roulant, je m'aperçois que ça charge pas, ou ça charge très peu. Et j'ai décidé donc de gratter un petit peu ce qui se passait, et pendant ces 10 jours-là, je me suis dit, je vais faire tourner la pile à combustible. Impossible de démarrer la pile à combustible. Donc j'appelle l'Allemagne, qui me guide sur les démarches à faire, et au bout d'un certain temps relativement long, j'arrive à démarrer la pile pour une nuit. Et là, je m'aperçois que la consommation de cette pile à combustible était le double de ce qui était annoncé. C'est un modèle 80. Et que la production était 2 fois moins. Et cette pile à combustible s'est foutue en défaut dans la nuit, et impossible de la redémarrer. J'ai rappelé l'Allemagne, qui m'ont dit, bon, il y a un problème dessus, faut nous la renvoyer. Ce qui a été fait, donc j'ai ramené le camping-car chez le concessionnaire, qui me dit, ah oui, il y a un problème, justement, d'habitude on les enlève, les piles à combustible, quand on vend un camping-car d'occasion, pour pas être embêté avec la garantie, et là, ça s'est fait tellement vite qu'ils ont oublié de l'enlever, et ça a été pris en compte dans la garantie. Ça leur a coûté quand même, je crois, 1 600 € de réparation et 2 mois d'attente, quand même. Donc j'ai essayé d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, et je leur ai dit, écoutez, il y a un souci, j'ai pas l'impression que sur le camping-car, j'ai regardé, c'est un Euro 6, qu'il y ait un booster pour charger les batteries. Donc j'écris au concessionnaire leur disant, écoutez, moi, est-ce qu'il y a un booster? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci, et j'ai appris que certains constructeurs de camping-cars rappelaient les camping-cars pour régler ce problème. Ils m'ont dit, non, votre camping-car n'est pas concerné par un rappel de pilote, tout va bien. Je dis, non, tout va pas bien, ça ne charge pas. Et en fin de compte, ils finissent par admettre qu'il n'y a pas de booster. Alors évidemment, pour ceux qui ne savent pas, avec la norme Euro 6, pour faire des économies énergétiques sur tous les véhicules, ces appareils, soi-disant intelligents, ne rechargent que lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur, quand on est en phase de désaccélération. Alors qu'avec un camping-car, on est toujours en phase, ou presque toujours en phase d'accélération, ce qui fait que les phases de désaccélération étant minimes, sauf si on descend des côtes ou on est en montagne. C'est pour ça d'ailleurs que le camping-car, quand j'étais en Alsace, il chargeait mieux quand j'étais dans des endroits vallonnés et que j'avais du frein moteur, que je désaccélérais. Donc ils ont fini par reconnaître qu'il n'y avait pas de booster, mais par contre, pas décidé à faire quoi que ce soit. Donc je les ai menacés d'aller au tribunal, tout simplement, parce que la vocation d'un camping-car, quand même, c'est de recharger les batteries quand on roule, et là, pour moi, il y avait un vice caché, et que si pilote ne décidait pas de réparer, on allait au tribunal. Alors, pilote, ils sont vraiment radins, parce que le camping-car est retourné chez eux pour le problème de plancher, ils auraient pu en profiter pour, pour mettre un booster.
Bon, la négociation étant, Pilote accepte de payer le concessionnaire pour poser un booster. Voilà, ils me disent, ok, Pilote prend en charge le booster. Je dis, oui, mais d'accord, mais un booster de combien? Et là, ils me disent, de 20 ampères. Je dis, attendez, c'est le minimum syndical, c'est ridicule de mettre un 20 ampères, j'en veux un 40. Ils ont lâché le 40 ampères. Je crois que la différence entre le 20 et le 40 ampères, c'est le concessionnaire qui a payé. Bon, c'est une somme minime, hein, sauf que les câbles, ils sont peut-être un peu plus gros pour accorder l'ensemble. Bon, enfin, ils ont décidé de me payer un 40 ampères et de l'installer. Et moi, j'ai dit, comme sur la batterie lithium, je paye la différence pour avoir un 60 ampères. Car c'est quand même mieux de pouvoir charger à 60 ampères qu'à 20, ou même à 40. Donc, bon, ils m'ont dit ok, ils ont fait le nécessaire, et effectivement, ils m'ont installé un 60 ampères. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer sur ces 6 semaines, en gros, quelle a été ma consommation moyenne, journalière, et comment ça se passe avec la recharge, en roulant, avec le booster. Mais avant de vous parler donc de cette expérience qu'on a eue en Écosse, on va remonter un petit peu le film. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon prédécesseur? Il achète ce camping-car. À mon avis, hein, ça c'est moi qui interprète un petit peu ce qui s'est passé. Il achète ce camping-car, il part une première fois en vacances et il s'aperçoit qu'il a des problèmes et il décharge en permanence à fond sa batterie le gel. En la déchargeant à fond, évidemment, il l'a fragilisée, ce qui explique que moi, elle a lâché tout de suite après. Mais comme il était embêté en permanence, plutôt que de lui mettre un booster, il est plus simple de lui vendre une pile à combustible. Donc ils y ont vendu une pile à combustible en lui disant, bah, écoutez, c'est voilà, la solution à votre problème, c'est de faire tourner la pile pour recharger. Voilà. Et comme il déchargeait en permanence sa batterie, la pile fonctionnait en permanence, et comme il y avait des problèmes de consommation à l'arrêt, je vous en ai pas parlé, mais bon, il y avait des choses qui consommaient, ils n'avaient pas mis de coupe-circuit, que j'ai fait poser, ce qui se passait, c'est quand il était en hivernage, la pile à combustible a tourné pour maintenir les batteries en charge. Et moi, quand j'ai récupéré, alors donc à mon avis, ils l'ont acheté la deuxième année, hein, c'est-à-dire que la batterie, la pile à combustible, elle avait 1 an. Hein. Mais 1 an, quand je l'ai pris, elle avait 1000 heures de fonctionnement, la pile à combustible, pour vous dire qu'ils ont eu des problèmes de rechargement. Hein. Voilà. Donc 1000 heures, la batterie elle est morte. Enfin, la pile à combustible, elle était morte. Alors, ça ne dure pas bien longtemps, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Les avantages et les inconvénients de cette pile FY80, enfin même pour les autres, hein, le principe est le même. Au bout d'un certain temps, ça nécessite de grosses réparations qui coûtent très très cher. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une copie d'écran de mon smartphone, de l'application Victron, qui donne pas mal d'informations. Cette application est vraiment pas mal, hein. Ça donne des informations sur l'état de charge ou de décharge de la batterie. J'ai fait des recoupements avec la tablette qui est installée dans le camping-car Pilote. Je rappelle que c'est un modèle 740, un G740. Et évidemment, en comparant les puissances affichées de pourcentage de charge ou de décharge, c'est similaire. Hein. J'ai d'autres appareils de mesure aussi que j'ai expliqués qui donnent la même chose. Donc tout ça, c'est très cohérent. Et pour la petite explication sur notre consommation, je vais partir sur les copies d'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout vous parler de ma consommation moyenne, qui m'est propre, qui est différente pour toute personne. On n'a pas tous la même façon de vivre et de consommer. Il y a des gens qui vont me dire, moi je consomme 10 ampères par jour. Évidemment, si ils allument la lumière que le soir, ils n'ont pas de télévision, voilà, ils n'ont pas de PC, bon, 10 ampères, 15 ampères, ça doit suffire.
Bon, nous, avec les télévisions, il y en a deux qui tournent pas mal. J'ai mon PC qui tourne pas mal. Et je suis en moyenne à entre, je dirais, 70 et 80 ampères heure consommés par jour, et essentiellement du soir au lendemain matin. Alors, il faut savoir que dans ma consommation, j'ai pas les charges de vélo, hein. Là c'est vraiment, j'ai pris des périodes où on ne chargeait pas les vélos. Vous regarderez tout à l'heure, je vais vous faire voir une courbe. J'ai pas de frigo à compression, j'allume pas de cafetière électrique. Là, dans la période, il n'y avait pas de chauffage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la ventilation hein, qui tournait pour le chauffage. J'avais simplement un peu d'éclairage le soir, la pompe à eau, le PC. Alors le PC, pour moi, c'est un PC assez puissant, donc il consomme pas mal. Hein. Je vous invite de regarder les vidéos précédentes, où je faisais les mesures de la consommation du PC avec un convertisseur DC-DC. J'ai deux télévisions avec les décodeurs. Alors les deux télévisions, ils tournent pas mal, hein, parce que mon épouse, le soir, elle est dans la chambre, elle regarde ses émissions, et moi, je suis côté salon, où tout en faisant du PC, je regarde également la télévision. Je fais les deux choses en même temps. Et puis surtout, j'ai mon respirateur. Hein. Toute la nuit, j'ai fait des mesures de consommation sur les respirateurs que vous pouvez consulter dans mes vidéos. Voilà, donc tout ça fait que sur une journée, je consomme à peu près 70 à 80 ampères heure. Sur la copie d'écran, donc vous voyez en partie milieu, la petite demi-lune, l'état de charge de la batterie, la tension de la batterie, la consommation que j'ai au moment où je fais la copie d'écran, qui est à 2,89 ampères sur l'écran de gauche et 0,21 ampères sur l'écran de droite, ce qui correspond à des puissances de 38 watts d'un côté et 3 watts de l'autre. Et surtout, ce qui est important, c'est en partie basse, la consommation que j'ai eue sur ma batterie de 150 ampères. Voilà. Donc si on fait des règles de 3, on ne tombe pas tout à fait juste, donc ils ont leur manière à eux de calculer les pourcentages, mais globalement, je vais dire que c'est ça. Donc là, je vais vous faire voir après, parce que là, vous avez deux matinées, je vais vous faire voir une courbe sur plusieurs jours. Moi, je vous prie de m'excuser sur le bruit de fond, ce que vous entendez, c'est la pluie. C'est le déluge ici. C'est pas comme en Écosse. Bon, on va essayer de faire avec, et je vais essayer, avec le logiciel, d'atténuer un petit peu ce bruit de fond. Voilà. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la tendance. Alors sur la même application, vous pouvez voir les enregistrements donc, des consommations en pourcentage sur plusieurs jours. C'est ce que vous voyez à l'heure actuelle à l'écran, et on peut voir qu'il y a des moments, je descends même à 36% de charge le matin. Donc je vais reprendre un certain nombre de journées, et je vais tracer avec Excel des courbes pour faire une tendance, pour que vous puissiez voir d'une manière un peu plus claire que sur l'écran là, mes consommations journalières. Alors j'ai oublié de préciser la dernière fois, j'ai pas de frigo à compression non plus. Nous venons de voir dans l'application que tous les matins, je pouvais relever donc ce qui me reste en pourcentage d'énergie dans mes batteries, dans ma batterie lithium 150 ampères. J'ai retranscrit ça dans un tableur Excel, et la partie de courbe haute que vous voyez en jaune, en bleu, c'est ce qui me reste le matin en pourcentage. Et en opposition rouge, c'est ce que j'ai perdu. Donc là, nous sommes en pourcentage, et la courbe jaune, ce sont les ampères heure qui me restent. Et dans la courbe du bas, donc j'ai récupéré la courbe jaune, et j'en ai fait une moyenne. Et la moyenne nous dit qu'en gros, je suis quasiment à 70 ampères heure de charge perdue par jour sur ma batterie lithium 150 ampères.
Encore une fois, je précise bien que ces consommations sont liées à notre façon de vivre, avec le matériel que j'ai dans le camping-car. Voilà, donc c'est chacun sa manière de vivre et de matériel différent. J'ai pas de frigo à compression, j'ai pas bien sûr branché la climatisation dessus, parce que alors là, c'est 2 heures d'autonomie, hein. Bon, j'exagère un petit peu, mais on en reparlera de la climatisation. Donc j'ai une batterie de 150 ampères. Alors 150 ampères, ça veut dire qu'avec des moyennes de 70 ampères heure avec du lithium, on peut décharger quand même profondément les batteries, et je tiens que 2 jours. Si je ne mets pas en face, en cette réserve de puissance qu'est la batterie, quelque chose qui recharge. Alors, je ne vais pas vous parler d'autonomie, parce que pour moi c'est une fumisterie, mais il y a plusieurs façons de recharger, hein. Je peux brancher ma pile à combustible, hein, on en parlera à la fin de la vidéo. On peut se brancher sur le 220, mais là on n'est plus en mode nomade. Et aussi on peut rouler. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous restons que très rarement plus d'une journée ou deux sur le même spot, ce qui permet donc de rouler un peu et de recharger avec ce fameux booster 60 ampères que j'ai mis. Et nous allons donc voir un petit peu combien de temps il faut rouler pour pouvoir recharger mes moyennes de 70 ampères heure. Donc j'ai fait des enregistrements aussi là-dessus que je vais vous présenter. J'oubliais, avant d'attaquer la partie recharge avec le booster des batteries, 2 choses à préciser. La première, c'est que j'ai pris la décision de ne plus faire fonctionner le réfrigérateur en 12 volts en roulant. Tout simplement, on regardera ça une autre fois, mais si vous regardez ma première vidéo sur les frigos absorption, quand on roule, le 12 volts, ça ne fonctionne pas. La température, j'ai des enregistrements qui le démontrent, remonte tout doucement dans le réfrigérateur. Il n'y a aucun intérêt à faire tourner un réfrigérateur, d'autant plus que celui-ci, si vous regardez à l'écran, consomme 170 watts sous 12 volts, c'est-à-dire 14 ampères heure. Et ces 14 ampères heure qui tirent en permanence sur la batterie, c'est 14 ampères heure que vous ne pouvez pas recharger en roulant. Hein. Donc en le débranchant, moi je roule avec le gaz maintenant. Alors c'est vrai que j'ai l'appareil de sécurité qu'en cas d'accident, ça coupe l'alimentation de gaz qui m'autorise à rouler avec les bouteilles ouvertes. Donc je ne m'en prive pas, ça me consomme du gaz, mais au moins ça fait plus de froid. C'est pas merveilleux, mais ça fait plus de froid en gaz qu'avec le 12 volts en roulant. Et même quand je suis sur le 220 volts, je reviendrai là-dessus, je reste sur le gaz, parce que le gaz est plus performant que le 220 volts, qui a une puissance de 250 watts. On reviendra là-dessus. Vous allez remarquer aussi que je ne parle pas de panneaux solaires. Alors, j'ai un panneau solaire qui m'a été vendu, soi-disant, pour du 130 watts, crête. J'ai écrit à Pilote en envoyant une copie de ma carte grise pour m'assurer que ça soit vraiment du 130 watts crête, pour que je puisse, quand je vais vous faire des données de mesure, être sûr, parce que là, c'est écrit en dessous, en fait, le panneau solaire, je ne voudrais pas le décoller pour lire la plaque signalétique. En tout état de cause, Pilote, en 2019, je ne sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui, vous sort des super camping-cars, c'est du tape à l'œil. Ils vous mettent l'accent sur le fait que vous avez un panneau solaire. Oui, c'est vrai, mais derrière, ils vous mettent un PWM comme chargeur. Comme quoi, c'est se foutre un peu de la gueule du monde. Donc moi, là, j'ai demandé à ce que ce convertisseur soit remplacé par un MPPT. Voilà. Et j'ai demandé un MPPT, Victron, toujours, pour pouvoir avoir des enregistrements, de 100 volts et de 75 ampères, je crois. De tête, 50 ou 75 ampères. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir, éventuellement, si je suis convaincu,
Il faudrait vraiment que je sois convaincu que l'utilité du panneau solaire, avec cet appareil d'enregistrement et ce convertisseur MPPT, si je vois que j'ai un 130 watts et que derrière, ça vaut le coup de mettre d'autres panneaux solaires, je supprimerai mon 130 watts et je mettrai très certainement, si c'est vraiment ça, l'efficacité, j'y crois. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je mettrai 2 ou 3, voire 3 panneaux. J'ai la capacité de mettre 3 panneaux de 220 watts. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai fait mettre un convertisseur puissant, malgré que j'ai un tout petit panneau solaire, 230 watts, qui m'ont été donnés par le revendeur. J'attends confirmation par pilote. Voilà. Donc, j'en tiens pas compte. Hein, moi, j'ai regardé ce que ça donnait quand il y avait du soleil. C'est insignifiant, quoi. Donc, ça vaut même pas le coup d'en parler à ce jour. Donc, on reviendra là-dessus quand j'aurai mis donc, ce fameux convertisseur et je vous dirai ce qu'il en est. Mais vous pouvez toujours regarder mes anciennes vidéos où je parlais des panneaux solaires que j'ai chez moi, qui sont bien orientés, bien inclinés, et j'ai des enregistrements sur pratiquement maintenant 3 années, et j'ai de quoi me faire une idée avec des panneaux solaires pour l'habitacle. C'est exactement la même chose, hein. Ce sont des panneaux solaires monocristallins, alors c'est peut-être pas du PERC, hein, mais bon, il ne faut pas non plus fantasmer avec le PERC, hein, ça fait gagner un tout petit peu de pourcentage en plus, mais sans plus. Voilà, donc revenons à la partie recharge avec le booster de 60 ampères. Donc voici une courbe type de l'application Victron. L'application Victron est vraiment bien faite parce qu'on peut afficher plusieurs choses à l'écran. Là, vous avez en bleu l'état de charge de la batterie. Donc, tout au début de l'enregistrement, on est à 69% et on a en rouge la courbe d'intensité. On s'aperçoit qu'on est à 0,7 ampères au niveau consommation. Et nous allons pouvoir faire défiler dans le temps ces mesures. En partie centrale haute, là je vais faire un petit cercle autour, vous voyez qu'on démarre, il est 9h33, 69%. L'intensité, vous allez pouvoir suivre cela, va augmenter d'un seul coup. Et dans le temps, la courbe bleue va monter en charge. C'est-à-dire qu'on va voir comment on charge la batterie en fonction de l'intensité que le booster 60 ampères injecte. Alors si nous observons un petit peu ce qui se passe, il est 9h33, on démarre dans un premier temps le camping-car, on est au ralenti, donc là on va voir que ça démarre, on est ralenti, donc l'intensité est faible, hein, une quarantaine d'ampères, et dès que je commence à rouler, paf, on monte à 50 ampères. Et au fur et à mesure que le camping-car recharge la batterie, l'intensité diminue. Tout doucement, ça descend, ça descend, ça descend. Bon, là, après, on va s'arrêter, certainement pour manger, on va repartir, et puis on va continuer à charger. Et tout à la fin de la charge, l'intensité descend de plus en plus, jusqu'à atteindre 0%, qu'on est à 100% de charge. Un peu comme je l'ai expliqué sur les chargeurs de batterie de vélo. Donc si on regarde par tranche hein, l'enregistrement, à 9h39, on a démarré avec 69%. Donc on a roulé un tout petit peu jusqu'à 10h38. Et là, on est arrivé à 91%. C'est-à-dire que en 1 heure de temps, quasiment, on est passé de 103,5 ampères à 136,5 ampères. En 1 heure, on a gagné 33 ampères sur la batterie, ce qui est déjà pas mal. Et après, si on va un peu plus loin, donc là on s'arrête, on redémarre à 10h48 pour s'arrêter tout de suite après à 11h24 avec 100%. Ça veut dire que là, on est passé de 69 à 100%, c'est-à-dire 46,5 ampères en 1h36.
Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Et ce scénario-là, on le retrouve tout le temps, quel que soit le régime moteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte le ralenti, alors quand on est au ralenti, on est à 40 ampères-heure. Constant quasiment, bon 40, 45, ça fluctue comme ça, avec le moteur au ralenti à 900 tours minute. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée qu'on pourrait s'en servir comme groupe électrogène. Je vais faire une petite vidéo là-dessus un peu plus tard. Donc, dès qu'on commence à démarrer, on voit qu'on monte en intensité, et on monte très haut en intensité, des fois on dépasse même les 50-55 ampères. Mais au fur et à mesure qu'on charge la batterie, l'intensité chute régulièrement pour pouvoir, à la fin de la charge, descendre dans des valeurs très faibles. Ce qui veut dire qu'on n'a pas en permanence 55 ampères de charge. Les 60 ampères, je les ai jamais eu, mais on les a jamais, les 55 tout le temps. Voilà, on les a au démarrage et ça diminue. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, je dirais qu'on charge aux alentours de 45 ampères-heure en moyenne quand on roule. Voilà. Mais c'est déjà vraiment pas mal, puisque là, en 1h30 de route, j'ai rechargé entièrement ma batterie. Et ce scénario, comme je le disais, se répète. J'ai fait des multitudes d'enregistrements. En plus de ça, le système enregistre en permanence, donc j'ai récupéré ces données régulièrement, et ça se confirme. Voilà ce qu'on peut attendre quand on met un booster de 60 ampères sur un camping-car. Et je dirais qu'il est préférable de mettre le plus gros possible. Alors je me suis renseigné, il ne faut jamais dépasser 50% de la puissance de l'alternateur. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'électricité auto, c'est ce que j'ai lu dans différents documents et sur le net, ce que j'ai trouvé. Ils disent de ne pas mettre un booster de plus de 50%. J'ai un booster de 150 ampères, j'aurais pu mettre... j'ai un alternateur de 150 ampères, j'aurais pu mettre 75 ampères, en théorie, en booster. Voilà ce qui concerne donc ce chargeur booster 60 ampères heure. Dans cette dernière partie, donc, je vais vous parler de la pile FOI. FOI 80, pour mémoire, cette pile à combustible, je l'ai achetée avec le camping-car, donc c'est pas moi qui ai pris l'initiative de l'installer. Mais ça aurait très bien pu être le cas, parce que je pensais en mettre une par la suite, et c'est très bien tombé. Et ce qui est encore mieux tombé, c'est qu'ils me l'ont pas enlevé du camping-car et qu'ils l'ont prise sous garantie. Heureusement, parce que ça leur a coûté 1600 €. Alors, il y a plusieurs types de piles FOI. Il y a le modèle 80 et le modèle 150. 80, ça veut dire que ça produit 80 ampères-heure par jour. 150 ampères-heure par jour. Au niveau des prix, le 80 coûte à l'heure actuelle dans les 3200 € et le 150 dans les 5200 € sans installation. Donc ce sont quand même des appareils qui coûtent cher, qui fonctionnent sur le même principe que la pile à hydrogène, c'est-à-dire qu'on a un liquide dans un bidon qui s'appelle du méthanol. La pile à combustible puise dans ce réservoir, donc le liquide, ça passe dans un échangeur et par un procédé chimique, ça ressort en eau comme une pile à combustible hydrogène à l'extérieur du camping-car et ça produit de l'électricité. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le modèle 80 produit 40 watts en puissance maximum. Ces 40 watts, vous les divisez par 12 volts, vous arrivez à 3,333 ampères heure, que vous remultipliez par 24 et vous tombez sur les 80 ampères qui correspond à la référence du modèle 80. Au niveau consommation, il est donné pour consommer 0,9 litres de méthanol pour produire 1 kW, c'est-à-dire pour produire 1000 watts. Le modèle 80, si vous le multipliez par 12 volts, vous tombez à 860 watts de production journalière si on le laisse tourner 24 heures sur 24.
860 watts. Si on ramène ça, donc, alors si on prend les 0,9 litres pour 1000 watts, par jour, ça fait que je consommerai, avec mon appareil, 0,774 litres par jour. Maintenant, si on prend, je vais vous mettre le prix des bidons à l'écran, si on prend le modèle M5, c'est-à-dire 5 litres, ça coûte aux alentours de 43 € les 5 litres, et le modèle 10 litres, un peu moins cher, hein, si on fait le ratio, 63 €, ce qui veut dire que le modèle 10 litres revient à 6,30 € le litre. Voilà. Donc avec ma consommation de 0,774 litres par jour, ce qui fait que ça me coûte 4,87 € par jour si je le laisse tourner 24 heures sur 24. Alors évidemment avec ma consommation de 70 litres, de 70 ampères-heure, si je veux les maintenir en mode sédentaire, ça va tourner 24 heures sur 24, quoi, et ça va me coûter 5 €, quoi, en gros, si on arrondit. 5 €, maintenant, si vous allez dans un terrain de camping, histoire d'avoir de l'électricité pour recharger vos batteries, je dirais c'est moins cher. Voilà. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. L'autre côté qui est sympa, c'est que ça pèse pas lourd. Hein. Vous pouvez regarder la documentation. Si je regarde ici, ça pèse 6,5 kg sans le réservoir de méthanol. Et je dirais que le réservoir de méthanol, peut-être que ça fait encore 5 kg, ça fait allez, 12 kg avec le bidon et tout, 12 kg. C'est pas énorme par rapport à un groupe électrogène. Ça prend pas de place. C'est silencieux, voilà. L'inconvénient, c'est que tous les 3000 heures de fonctionnement, il perd 50% de sa production. Là, ça commence à devenir compliqué, et surtout, ça tombe en panne facilement. Moi, comme je vous l'ai dit, au bout de 1000 heures, ils en ont eu pour 1600 € de dépannage. 1600 €, c'est énorme. Surtout que l'appareil devait avoir qu'une seule année. Évidemment, il a tourné beaucoup. Donc ça, c'est le côté négatif. C'est des calculs à faire. Moi, comme ils me l'ont réparé, honnêtement, je vais le garder tant qu'il fonctionne. Mais par la suite, alors j'ai très peu l'utiliser, puisque moi, comme je ne suis pas en mode sédentaire, enfin très peu, et que je suis plutôt en mode itinérant, c'est-à-dire que je vais rouler tous les jours, le booster de 60 ampères va me suffire largement. Si, je reviens dessus, je ne recharge pas mes batteries vélo. Hein, les batteries vélo, il faut rajouter une centaine d'ampères par jour, voire 110 ampères si je les vide entièrement. Donc ça, c'est un autre problème, on en reparlera. J'ai rechargé déjà les batteries vélo en roulant, ça marche très très bien. C'est super efficace, hein, avec le booster. Après, avec les panneaux solaires, bon, avec ce que j'ai, moi, 130 watts crête, faut pas y compter. Hein. Mais par contre, je dis pas non. On va voir, quand je vais avoir mis le MPPT, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc la prochaine vidéo, je vais peut-être faire une vidéo sur toujours le booster 60 ampères, mais si je l'utilisais en mode groupe électrogène. Voilà, je vais le comparer un petit peu, le ralenti du camping-car par rapport à un groupe électrogène. Vous allez voir, ça risque d'être assez intéressant. Et puis, bon, il y a plein d'autres sujets, que je vais revenir sur le frigo, je vais revenir sur plein de choses, quoi. Sur la charge, donc, des vélos. Voilà, bon. Pour l'instant, je vous laisse digérer ça. Comme à mon habitude, j'ai été bavard. La vidéo est un peu longue. J'ai mes chats qui s'impatientent, là, ils voudraient sortir. Donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.